janvier 2022 à la une de ce 13h. Burkina Faso, situation sanitaire, une hausse du nombre de cas de la maladie à coronavirus avec 4 variants présents selon le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse. Il était également question lors de cette rencontre de revenir sur les mesures prises en rapport avec l'ouverture des frontières terrestres et ferroviaires. Le point dans quelques instants. Santé toujours, des mesures de riposte sont engagées par les autorités afin de faire face au virus de la grippe aviaire. Et vous entendrez par la suite dans ce journal le ministre en charge des ressources animales donner des précisions sur ce virus hautement pathogène. Au Mali, suite à un appel à la manifestation qui a été lancé à la suite des lots de sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA au Mali, des milliers de Maliens sont descendus dans les rues à l'appel des autorités de la transition. Les détails enfin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Le ministre de la Santé a animé une conférence de presse ce 13 janvier 2022 sur la situation de la maladie à coronavirus. On assiste malheureusement à une recrudescence des cas positifs, surtout en ce début d'année 2022. 4 variants sont présents au Burkina Faso, dont le nouveau variant Omicron qui a une capacité de propagation plus rapide que les 3 autres. Ce fut également un cadre pour revenir sur les mesures prises en lien avec l'ouverture des frontières terrestres et ferroviaire et également de faire le point sur la vaccination en cours. C'est un reportage signé Abdoulrahim Niénié. Depuis le 13 septembre 2021, le Burkina Faso connaît une 3e vague du coronavirus avec une recrudescence des cas positifs, surtout en ce début d'année 2022. En moyenne, 135 cas par jour sur la période du 1er au 12 janvier, selon le ministre de la Santé. Il précise par ailleurs que cette recrudescence n'est pas spécifique au Burkina Faso et est due à plusieurs facteurs. Face à cela, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être invite au respect des mesures barrières, surtout à la vaccination, qui selon lui est un moyen efficace de se préserver contre les formes graves de la maladie. Nous avons observé dans nos hôpitaux que les formes graves qui sont admises dans les réanimations correspondent aux personnes qui n'ont pas été vaccinées. On est protégé à 26 fois plus avec la vaccination pour ne pas faire la réanimation que ceux qui ne sont pas vaccinés. Le nouveau variant Omicron est présent au Burkina Faso avec une capacité de propagation plus rapide que les 3 autres variants présents depuis plusieurs mois. Plusieurs variants en circulation dans notre pays que sont les variants alpha, les variants Eta, les variants Delta et le variant Omicron, le dernier né. À la date du 12 janvier 2022, ce sont 1 207 099 personnes qui ont été vaccinées avec les 4 types de vaccins, ce qui représente 5,61% de la population générale et 11,70% de la population cible de 18 ans et plus. Le ministre en charge de la Santé a aussi fait le point des mesures prises en lien avec l'ouverture des frontières terrestres et ferroviaires. Il s'agit du renforcement du dispositif de contrôle en termes de personnel et d'équipement. L'opérationnalisation des points d'entrée terrestres dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 avec le renforcement en infrastructure, en équipement, en intrants et en ressources humaines en quantité et en qualité. Le renforcement en logistique roulante pour la mise en œuvre des activités en lien avec le contrôle sanitaire. Le ministre de la Santé s'est également félicité de la campagne de vaccination tenue en décembre 2021 dans 4 régions du pays qui, selon lui, a permis de vacciner près de 700 000 personnes en 10 jours. Il envisage donc une autre campagne en février prochain. Mais en attendant, le ministère annonce la reprise des points de presse hebdomadaires sur la situation de la maladie.
Nous restons toujours avec le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre en charge de la Santé, qui était ce 14 décembre chez Sa Majesté le Moronaba Baongo. Son message était principalement axé sur la lutte contre la pandémie à coronavirus et demandait l'implication du Moronaba face à la recrudescence de la maladie. L'empereur des Mossé n'a donc pas hésité à inviter les Burkinabés à respecter les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé et de se faire vacciner. Un reportage de Michael Tougri. Chez l'empereur des Mossé, le ministre de la Santé, professeur Charlemagne Ouedraogo, accompagné de ses proches collaborateurs, est venu demander un accompagnement du Moronaba Baongo dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Au Burkina Faso, le nombre de cas de contamination au Covid-19 est reparti à la hausse depuis plusieurs mois. Il faut donc faire passer des messages de sensibilisation que la maladie à coronavirus est toujours d'actualité afin de briser la chaîne de propagation. Et parmi ces personnalités qui peuvent passer le bon message, estime le ministre en charge de la Santé, le Moronaba Baongo. Nous avons évoqué la situation épidémiologique et Sa Majesté a parlé donc de son accompagnement, a décidé de nous accompagner encore à travers les bons messages et surtout inciter l'ensemble de la communauté à s'impliquer dans la vaccination contre la Covid-19. Vous avez bien entendu donc le relais des messages qui était en faveur non seulement du respect des mesures barrières, mais aussi en faveur de la vaccination contre la Covid-19. Nous sommes très contents de cette réaction de Sa Majesté qui montre qu'il reste toujours engagé aux côtés du ministère de la Santé pour que les bons messages puissent parvenir donc à la population afin que chacun puisse respecter un certain nombre de mesures qui protègent contre la Covid-19 avec un accent particulier sur la vaccination contre la Covid-19. Afin de protéger les Burkinabés contre la maladie à coronavirus et faire baisser la courbe de propagation, le ministre de la Santé a entrepris une campagne de vaccination de masse dans 4 régions de Burkina Faso au mois de décembre, ce qui a permis de vacciner plus de 700 000 personnes, portant désormais le nombre de vaccinés au Burkina Faso à plus de 1 100 000. Au ministère en charge de la Santé, les objectifs sont affichés pour 2022, c'est-à-dire atteindre un taux de vaccination de 70% de la population. Nous allons réorganiser d'autres campagnes. La prochaine campagne s'annonce pour autour de la mi-février 2022. Et presque tous les 2 à 3 mois, nous ferons une campagne qui permettra à ceux qui ont eu la première dose d'avoir leur deuxième dose dans les délais requis et inciter de nouvelles personnes qui n'ont pas été vaccinées à s'engager pour la vaccination contre la Covid-19. Comme vous le savez très bien, se vacciner ne vous évite pas d'avoir la Covid, mais se vacciner vous permet d'éviter les formes graves de la Covid et de ne pas être hospitalisé en réanimation pour des complications de la Covid-19. À la date du 11 janvier 2022, le Burkina Faso a enregistré 19 972 cas, dont 18 203 guérisons, 339 décès et 1330 cas actifs. Dans l'optique d'apporter des éclaircissements sur les mesures de riposte engagées par les autorités afin de faire face au virus de la grippe aviaire, encore appelé virus de l'influenza aviaire, hautement pathogène, le ministre en charge des ressources animales était face à la presse cet après-midi du 14 janvier. Il a également apporté des précisions sur le virus qui a été déclaré dans 7 régions du Burkina Faso, qui sont entre autres le centre-ouest, la boucle du Mouhoun, les Cascades, le centre-sud, le nord et ainsi que le centre-nord. Plus de détails dans ce reportage signé Serge Camboré. Maladies infectieuses affectant la volaille domestique, les oiseaux sauvages et les personnes en contact étroit avec la volaille, le virus de la grippe aviaire H5N1 a été identifié sur des sites d'élevage dans cette région du Burkina Faso. Et pour une gestion efficiente face à ce virus, des mesures ont dès lors déjà été prises par le gouvernement dans un plan de riposte. Le plan de riposte prévoit la surveillance des sites de rassemblement des oiseaux sauvages et la capture d'oiseaux malades ou blessés à des fins de prélèvement biologique pour des analyses de laboratoire. En outre, il est organisé des visites sanitaires et le recensement de la volaille sensible dans la zone de protection autour des foyers. Le gouvernement entend maintenir une veille permanente par la surveillance de la maladie dans les sites d'élevage au sein de l'avifaune, les oiseaux migrateurs et chez l'homme. Les
cas suspects ou confirmés de contagion humaine seront isolés et traités conformément au protocole établi. Afin de contrer la dissémination de la maladie dans les sites déjà touchés, les opérations suivantes seront menées. Nous allons procéder au recensement de la volaille, à l'abattage, à l'incinération et à l'enfouissement des volailles et d'autres oiseaux morts. Comme je l'ai dit, donc vous savez que les oiseaux sauvages aussi et sont touchés également donc, par cette maladie et il faut que la surveillance s'étende à ces oiseaux. Il s'ensuit donc une désinfection des locaux d'élevage concernés. Des mesures d'accompagnement ont par ailleurs été prévues par le gouvernement afin de soutenir les acteurs de la filière avicole. Un point d'honneur sera mis dans l'indemnisation des producteurs dont les volailles auront été abattues donc dans le cadre des mesures de riposte faites par les personnels des services vétérinaires habilités. Donc, si vous déclarez, si les vétérinaires viennent faire le constat, procèdent à l'abattage et à l'incinération ainsi qu'à l'enfouissement, qu'à partir de ce moment, vous pouvez prétendre à l'indemnisation. En ce qui concerne les risques pour l'homme, 850 cas de contamination humaine avaient été détectés en 2017 par l'OMS, mais pour le Burkina Faso, aucun cas humain n'a été détecté pour le moment. Au niveau du Burkina, nous n'avons jamais détecté de cas humains, à ce que je sache. Mais ça ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre des mesures pour éviter toute contamination. Comme on l'a dit, lorsqu'il y a une proximité avec les animaux, on peut être contaminé. Lorsqu'on respire dans les mêmes enceintes que les animaux, on peut être contaminé. Lorsqu'on manipule l'animal contaminé, on peut être contaminé. Quand on manipule un animal mort suite à la maladie, on peut être contaminé. Pour se prémunir du virus H5N1, les bonnes pratiques suivantes sont recommandées. Il s'agit du lavage des mains, le port des masques, la non-manipulation et la non-consommation de la viande de volaille morte, ainsi que la bonne cuisson de la volaille. Chez l'homme, la grippe aviaire se manifeste par la fièvre, la toux, les douleurs musculaires ainsi que les infections oculaires et respiratoires. Zoom à présent sur une maladie silencieuse mais qui fait d'énormes victimes au Burkina Faso, la fistule obstétricale. On rappelle, c'est une maladie qui survient lors d'un accouchement difficile, occasionnant une fissure entre la vessie et le vagin ou le rectum, provoquant ainsi des écoulements incontrôlés de l'urine ou des selles. De 2018 au premier trimestre de 2020, ce sont environ 600 femmes victimes de fistule obstétricale qui ont bénéficié d'une prise en charge chirurgicale au Burkina Faso à titre gracieux. Ces résultats ont été possibles grâce à l'engagement de certaines organisations non gouvernementales et associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre cette maladie. Et c'est dans cette optique que nous avons approché quelques associations qui militent dans ce sens au Burkina Faso afin de comprendre le processus de prise en charge des femmes atteintes de cette maladie, le coût de leur intervention et les précautions à prendre après cette guérison. Nous vous réservons également dans ce reportage des témoignages de quelques femmes ayant déjà subi une intervention chirurgicale. Sans plus de commentaires, je vous laisse suivre ce reportage de Sanata Serré. Alimata Sinari a vécu avec une fistule obstétricale pendant 17 ans. C'est une maladie qui survient lors d'un accouchement difficile, occasionnant une fissure entre la vessie et le vagin et ou le rectum, provoquant des écoulements incontrôlés de l'urine ou des selles. 17 ans dans la dépression et condamnée à l'isolement social, Dame Sinare, âgée de 42 ans et native de Boussé dans le Kourouégo, dit avoir été victime d'une mutilation génitale féminine à son bas âge. Aujourd'hui, tout ceci n'est qu'un mauvais souvenir, car après avoir trouvé refuge au centre d'hébergement de la Fondation Rama, elle fait partie des femmes ayant recouvré la santé. C'était vraiment difficile pour moi. J'ai fait 17 ans avec cette maladie. Je me suis promenée un peu partout pour pouvoir me soigner. Même avec l'aide de mon mari, c'était sans succès. Nous n'avons pas pu endiguer cette maladie puisqu'on ignorait ce que c'était. C'est finalement ma belle-sœur qui m'a conduit ici à la Fondation Rama. Quand je suis arrivée, personne ne voulait s'approcher de moi si ce n'est les mouches. Une fois que j'ai franchi
franchi la porte de la fondation, Madame Cabré m'a reçu avec du savon et de la nourriture. Maintenant, je suis heureuse car cela fait 3 ans que je suis guérie. Alimata n'est pas un cas isolé. Toute Roberta, la quarantaine bien sonnée et mère de 2 enfants, a vécu avec la fistule obstétricale pendant 24 ans, juste après l'accouchement de son dernier enfant, avant de bénéficier d'une intervention chirurgicale grâce à la Fondation Rama, qui s'est au final soldée par un échec. Je suis arrivée ici en août 2021. Ils m'ont prise en charge et j'ai bénéficié d'une intervention chirurgicale. Après, on m'a prescrit des produits et m'ont demandé de revenir 3 mois après. Mon grand regret est qu'après tous ces soins, la maladie perdure. J'ai toujours des incontinences urinaires. C'est pourquoi je suis revenue afin qu'on m'aide à mettre fin à ce cauchemar et avoir la paix. Le coût d'une intervention chirurgicale pour la prise en charge des cas de fistule obstétricale varie entre 300 et 500 000 francs CFA selon les spécialistes. Grâce à certaines associations et ONG au Burkina Faso, le pays a fait d'énormes progrès dans la prise en charge de cette maladie. De 2018 au premier trimestre de 2020, ce sont environ 600 femmes victimes de fistules obstétricales qui ont bénéficié d'une prise en charge chirurgicale à titre gracieux. Et le traitement consiste à rétablir l'intégrité de l'appareil urinaire en dissociant la vessie ou le rectum avec le vagin. La fistule obstétricale est complexe, elle n'est pas aussi simple comme l'on dit. Et nous disons le plus souvent que l'opération de la fistule, ce n'est pas simplement aller fermer les trous comme on dit. Donc le premier pas pour la réparation de la fistule consiste effectivement à réparer ce défect, cette lésion au niveau de la vessie et du vagin pour fermer les trous. Au centre d'hébergement de la Fondation Rama, la prise en charge consiste d'abord à accueillir ces femmes et soigner les maladies opportunistes avant l'intervention chirurgicale selon la fondatrice. Le fait que les urines coulent et puis elle se dit que c'est parce que je bois beaucoup d'eau que les urines coulent. Donc elle refuse de boire l'eau. Donc quand elles arrivent ici, des fois elles sont déshydratées. Donc il faut vraiment les prendre en charge. Les maladies opportunistes également, il y a au niveau des entrejambes, comme les urines coulent, les selles coulent, elles ont des plaies. Donc il faut prendre en charge tout ça. Donc il faut faire toutes ces prises en charge-là avant de les amener vraiment vers un centre médical avec antenne chirurgicale pour les faire opérer. Tout est gratuit parce que il y a le ministère de la Santé et l'UNFPA qui nous soutient dans ce sens. La Fondation Ramadi contribue avec l'accompagnement de ses partenaires financiers à la prise en charge chirurgicale d'environ 200 patientes tout en leur redonnant le sourire. Comme quoi, une nouvelle vie est possible après la fistule obstétricale. Et de 2018 à nos jours, environ 300 femmes ont pu avoir accès au traitement par le biais de l'association Renaissance du docteur Itengre Ouedraogo. Après l'intervention, il est recommandé à ces femmes un repos d'environ 1 mois avant toute activité physique et une abstinence sexuelle de 2 mois. Pour éviter de contracter de nouveau la maladie, il est conseillé aux femmes de respecter le calendrier des consultations prénatales, éviter les accouchements à domicile et renoncer à l'excision et les mariages précoces. Comme quoi, après la pluie vient toujours le beau temps. Merci à Sanata Serré pour toutes ces précisions. Eh bien, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se dote d'un nouveau plan stratégique 2021-2022. Un nouveau plan qui traduit la volonté du Trésor public d'entreprendre une nouvelle stratégie d'intervention au sein de l'économie. Ce nouveau plan s'articule autour de 5 grands axes pour une ambition de rendre le Trésor public plus performant. La cérémonie de lancement officiel de ce nouveau référentiel de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a eu lieu ce vendredi 14 janvier en présence de notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est une cérémonie qui lance officiellement le plan stratégique 2021-2025 de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Deuxième du genre, ce nouveau plan stratégique vient, selon la ministre déléguée chargée du budget, consacrer la culture de la planification stratégique dans l'administration du Trésor, avec pour ambition d'être beaucoup plus performante. Comme toute administration, l'environnement évolue très vite et le Trésor public doit s'adapter à cette évolution très rapide de l'environnement pour se mettre dans l'efficacité, l'efficience et pouvoir mener à bien ses missions.
Vous savez, notre pays subit actuellement une situation sur le plan sécuritaire et sanitaire très difficile, où on demande plus aux administrations économiques et financières. Et donc c'est l'occasion pour le Trésor de pouvoir vraiment mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Des acquis ont été engrangés avec le plan stratégique 2011-2020, mais de nombreux défis restent à relever. Et pour ce faire, 5 principaux axes sont inscrits dans le nouveau plan stratégique. Il s'agit notamment de la modernisation de la fonction bancaire, de la gestion optimale des deniers publics, de la viabilité des structures sous tutelle, de l'amélioration de la qualité de la comptabilité et la réduction des comptes, ainsi que de l'efficacité des moyens et la performance organisationnelle. Pour la mise en œuvre du plan stratégique de la DGTCP, le premier souhait est que l'ensemble du personnel puisse se l'approprier et que nous puissions nous mobiliser autour de ce référentiel-là et nous donner tous les moyens pour la mise en œuvre. Le deuxième souhait est que également nous puissions bénéficier de l'appui de la hiérarchie et de tous nos partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de cet important outil pour nous. Le tout n'est pas d'avoir un plan stratégique, c'est pouvoir mettre en œuvre les axes qui sont déclinés dans le plan stratégique pour pouvoir réussir sa mission. Sinon, au bout, on va dire qu'on avait un joli plan stratégique, mais si les résultats ne sont pas atteints, vous voyez, on n'est pas sorti de l'ornière. Donc pour moi, le vœu ardent, c'est que vraiment le Trésor puisse mettre en œuvre les axes qui ont été tracés dans le plan stratégique. À travers ce nouveau plan stratégique, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se donne pour vision d'être d'ici à 2025 une administration d'excellence, résiliente, innovante, disposant d'un cadre de travail dynamique et stimulant pour son personnel et offrant des services de qualité aux usagers et à ses partenaires. Une vision basée sur des valeurs de professionnalisme, d'anticipation, de transparence, de rigueur, d'innovation et d'intégrité. Je vous remercie pour votre Une bonne nouvelle pour les élèves et étudiants de l'université Aube-Nouvelle. Désormais, elle compte en son sein une nouvelle filière en ingénierie des télécommunications. Le lancement officiel de cette filière a eu lieu ce vendredi 14 janvier 2022 au sein de la dite université à Ouagadougou. Selon Isidore Kini, le président directeur de la fondation de l'université Aube-Nouvelle, cette initiative qui compte principalement 3 grands axes de spécialisation permettra de répondre à un besoin réel sur le marché de l'emploi. Reportage Sanger Kouma. Je déclare officiellement lancé la première formation en ingénierie des télécommunications au Burkina Faso et à l'université Aube-Nouvelle. Je vous remercie. C'est désormais officiel. L'université Aube-Nouvelle vient de mettre à la disposition des élèves et étudiants une nouvelle filière en ingénierie des télécommunications. Selon Isidore Kini, président directeur fondateur de l'université Aube-Nouvelle, le Burkina Faso est en plein essor dans le domaine du numérique avec le déploiement de la fibre optique et il faut de la ressource humaine qualifiée pour relever le défi. La formation va consister à 2 niveaux. Au niveau Bac plus 3, bon, à ce niveau-là, on a déjà des techniciens supérieurs niveau licence, mais l'objectif, c'est les ingénieurs en ingénierie de communication, Bac plus 5. Et donc, il y aura 2 entrées. La première entrée, c'est le niveau Bac, avec votre Bac C, D, E ou équivalent. Vous allez faire donc 2 années préparatoires avant donc d'intégrer l'école d'ingénieur. Ceux qui ont la licence en mathématiques, physique, informatique, électronique, et ils peuvent s'inscrire directement à la première année d'ingénieur télécommunications. Selon le représentant du ministre en charge de la transition digitale, cette nouvelle filière est une bouffée d'oxygène car elle répond à un besoin crucial sur le marché de l'emploi. C'est très important sur quoi nous voulons d'assister parce que vous qui suivez la politique du gouvernement, vous entendez parler de transition digitale dans notre pays. Alors c'est une transition qu'on ne peut pas réussir sans les infrastructures. Et les infrastructures, ceux qui vont les concevoir et les installer, ce sont les ingénieurs en télécommunication. Donc c'est vous dire que c'est un élément fondamental, une contribution fondamentale que l'université Aube-Nouvelle est en train d'apporter au gouvernement pour réussir cette transition digitale au niveau de notre pays. Le gouvernement lui-même en a besoin et
pour ne pas parler du secteur privé, comme ça a été dit, les opérateurs et tous les acteurs de l'écosystème. Donc ça répond à un besoin. Notons que cette nouvelle filière comprend 3 grands axes de spécialisation, à savoir l'ingénierie des réseaux mobiles, l'ingénierie des systèmes de télécommunication et l'ingénierie des systèmes d'information, du multimédia et réseau. Et c'est avec ce reportage de Sanger Kouman et de Abdoulrahim Niénié que nous refermons cette page nationale. Actualité hors de chez nous à présent. Le dimanche 9 janvier 2022, réunis à Accra au Ghana, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont pris des sanctions contre le Mali. On rappelle des sanctions prises suite à la volonté exprimée par la junte au pouvoir de prolonger son mandat. Des acteurs politiques burkinabés se sont exprimés sur les sanctions et estiment donc que ces décisions de la CEDEAO vont plutôt à l'encontre du peuple qui souffre déjà du fait du terrorisme. Suivons ce reportage de Abdourahim Niénié. Tahirou Barry, président du MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance, se dit choqué par les récentes sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali. Gel des avoirs, rupture de la coopération avec les États membres et fermeture des frontières sont entre autres les mesures prises. Et pour Tahirou Barry, ces mesures sont illégales et inappropriées. Ces sanctions sont illégales parce qu'à mon avis, dans le dispositif des sanctions, des textes de la CEDEAO, nous ne trouvons pas un seul élément qui fait cas de telles sanctions. Ces sanctions me paraissent enfin inappropriées parce qu'elles constituent une mauvaise réponse au problème de démocratie dans nos pays africains. Pour traiter et faire la promotion des valeurs démocratiques, il faut plutôt empêcher qu'il y ait violation flagrante des dispositions constitutionnelles. Où était la CEDEAO quand des constitutions étaient tripatouées, quand des constitutions étaient violées, quand on annonçait des troisièmes mandats sans aucun fondement? Les sanctions prononcées par la CEDEAO selon le MCR visent à asphyxier le peuple malien. Pour Tahirou Barry, la CEDEAO devrait plutôt protéger les populations qui sont déjà très éprouvées par le terrorisme. J'imagine ce que cela va engranger comme désastre économique. Le carburant, par exemple, passe par le Burkina. Un pays qui est en crise dans l'alimentation du carburant, mais c'est une porte ouverte à tous les dégâts possibles. C'est un cheminement irréversible vers la souffrance des populations, vers la misérabilisation plus accentuée des populations, vers une grave crise économique. Pour Edouard Zabré, président du FFS, Front des Forces Sociales, parti affilié à la majorité présidentielle, il est inconcevable de prendre des sanctions contre le peuple malien. La CEDEAO aurait dû cibler les autorités. Nous pensons que les sanctions sont plutôt à l'encontre du peuple malien, qui est déjà sous plusieurs jougs terroristes, le joug de la maladie à coronavirus, et je dirais peut-être même sous l'emprise de la junte actuelle. Et donc nous pensons que ces sanctions, aussi pertinentes soient-elles, ne sauraient arranger le peuple malien pour lequel nous sommes censés nous battre. Donc nous pensons qu'il aurait fallu peut-être des sanctions plus ciblées sur la junte et permettre au peuple malien de souffler un peu. Edouard Zabré préconise un véritable dialogue entre la junte au pouvoir et la CEDEAO, car il estime que la situation sécuritaire ne permet pas l'organisation des élections. Comment voulez-vous organiser des élections dans un pays qui est détenu à plus de, je dirais, 50-60% par des terroristes, où l'insécurité règne? Quelle procédure, quel mécanisme électoral pouvons-nous mettre en place dans ce pays pour qu'il y ait des élections? Nous pensons qu'il faille aujourd'hui se poser les bonnes questions. Que faire pour le Mali? Autant la junte ne peut s'éterniser au pouvoir, autant il faut trouver les paravents qui puissent permettre au peuple malien de s'exprimer et librement de pouvoir trouver des dirigeants qui sied à la crise actuelle. Le MCR et le FFS sont unanimes sur le fait que la CEDEAO doit faire des efforts pour répondre aux aspirations des peuples plutôt qu'à défendre les intérêts des chefs d'État.
Tahirou Bari, pour sa part, estime que les sanctions prises par l'organisation sous-régionale sont dictées par les puissances occidentales. Toujours en rapport avec la situation au Mali, nous restons toujours là-bas où l'on assiste à une démonstration des forces des Maliens suite à l'appel de la manifestation du gouvernement. Eh bien, des milliers de Maliens sont descendus dans les rues du Mali à l'appel des autorités de la transition. Un appel à la manifestation lancé à la suite des lourdes sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. À Bamako, c'est Kogel Maïga, le premier ministre de la transition, qui a été le chef d'orchestre avec tous les membres de son gouvernement. Au dire des chefs du gouvernement, le Mali s'en sortira des sanctions de la CEDEAO grâce aux mesures prises par les autorités maliennes. Reportage de notre correspondant sur place au Mali, Bouraïman Soulou. Des Maliens ont massivement répondu à l'appel des autorités de la transition. C'est à une véritable démonstration de force qu'on a assisté dans l'après-midi de ce vendredi au boulevard de l'Indépendance. Les principales cibles des manifestants, la France et la CEDEAO. Même demain, on va mourir pour ce Mali-là. On va mourir pour ce Mali-là. La France ne peut rien contre nous. La France ne peut rien contre nous. La CEDEAO ne peut rien contre nous. Si aujourd'hui les militaires sont au pouvoir au Mali, et si les Maliens sont d'accord que ces militaires sont au pouvoir, pourquoi la CEDEAO n'accepte pas? Est-ce que le Mali appartient à la CEDEAO? Qui est souverain? Ne sommes-ils pas un peuple souverain? Nous pensons que nous sommes un peuple souverain. On a le droit de choisir notre président. C'est le gouvernement du Mali au complet qui est venu galvaniser les manifestants qui rejettent les sanctions de la CEDEAO. Pour le Premier ministre, les objectifs de la CEDEAO sont clairs. Déstabiliser les institutions, déstabiliser les normes maliennes. Kogel Maïga, qui était habillé en treillis militaire, affirme que le Mali est prêt à supporter les sanctions de la CEDEAO, mais prévient. Ce qui ne doit pas oublier, c'est qui s'adonne à ça. Le Mali est un verrou. Le Mali est une pique. Si le Mali saute, personne n'aura la paix dans la CEDEAO. Ces mobilisations se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire malien. Les manifestants scandaient des slogans à la gloire de la Russie et de son président Vladimir Poutine. Ils ont aussi demandé 5 ans pour la transition pour sortir le Mali de la situation de crise. Un célèbre auteur a dit « Le plus difficile dans la vie est de se décider à agir. Le reste n'est que ténacité. » Quelle que soit la chose que vous faites dans la vie, sachez que la patience est un chemin d'or. Sur ce, bon week-end et prenez grand soin de vous.